Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de la dernière séance intercommunale de l'année, l'occasion de faire le bilan 2018 de la région de Nyon. En deuxième partie du journal, on s'intéresse à la politique nyonnaise et au budget 2019, mais aussi aux futurs aménagements des rives du lac. Enfin, pour terminer, une bonne nouvelle puisque la Sogestar nous annonce qu'on pourra skier ce week-end. Bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Région de Nyon valide la réalisation de l'abattoir régional. Le conseil intercommunal de Région de Nyon réuni ce mercredi à Founet a accepté le préavis d'Isrène concernant la réalisation de l'abattoir régional du Carré à Aubonne. Retour sur l'année 2018, crucial pour son association avec le président de Région de Nyon. Dernier conseil intercommunal de l'année 2018 et une année 2018 qui a été riche, en tout cas pour Région de Nyon. C'est passé notamment par une nouvelle politique de communication, nouveau nom, nouveau logo. Oui, tout à fait. C'était nécessaire de montrer la région sous une autre forme. Alors, on était conseil régional, on est devenu la région de Nyon et nous espérons ainsi convaincre la population et les conseillers communaux et généraux de l'importance de cette région. C'est une opération de communication tant en interne finalement qu'en externe. Absolument. Je crois qu'on a découvert à travers ce besoin de communication que nous devions absolument nous adresser directement aux habitants aussi de la région. Finalement, ce que l'on fait en termes d'investissement profite d'abord aux habitants. Et plus les habitants vont être convaincus, plus les autorités vont avoir envie de rejoindre Région de Nyon, qui a subi une grosse mutation cette année, notamment au sein du CODIR. 4 postes ont été renouvelés, entre autres. Oui, alors le renouvellement des autorités, c'est quelque chose il n'y a qu'à lire la presse. Hein. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de municipalités subissent le même problème. Au comité directeur, ce qui est difficile, c'est que vous avez forcément 2 mandats, c'est-à-dire vous avez un mandat de municipal ou de syndic, et vous avez un mandat en plus au comité directeur. C'est 2 mandats qui sont lourds et qu'il faut réussir à assumer. C'est aussi une année de questionnement pour bon nombre de communes, une année peut-être de doute aussi pour les membres, ex-membres, voire futurs membres de Région de Nyon. Oui, bien sûr. Alors, je pense que la région qui est un peu dans sa phase adolescente, hein, à 14 ans, je crois qu'on est juste en pleine adolescence, montre un petit peu parfois quelques essoufflements, parfois des remises en question. Pour nous, on estime plutôt qu'on est dans la force de l'âge parce qu'on arrive maintenant avec des investissements, soit des projets concrets, mais parfois le politique met en doute la valeur soit des projets, soit de la gouvernance. Alors, il faut réfléchir, il faut discuter ensemble et c'est bien ce qu'on fait avec en particulier là, un forum qui aura lieu le 13 février où nous souhaitons pouvoir discuter avec l'ensemble des municipalités mais aussi des conseillers communaux et généraux sur ce projet. Et on va revenir à la séance de ce soir. Alors, un gros projet est passé, c'est l'abattoir régional d'Aubonne notamment. Oui, alors l'abattoir, un projet qui plaît des fois pas à tout le monde. Hein. On sait qu'aujourd'hui, le fait de tuer des animaux ne plaît pas beaucoup. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui mangent et qui consomment régulièrement de la viande et autant que cette viande soit de qualité, et le fait d'avoir un abattoir de proximité est important. Et la votation de ce soir permet de pouvoir soutenir cet abattoir. On est dans le terroir, on est dans la région. Il y a aussi eu notamment tout un pan de la culture qui a été accepté. On y reviendra plus tard dans l'émission d'Andrea Braslepo. Mais pour finir, j'aimerais parler de la Dôle, du massif de la Dôle. Là, les signaux sont ouverts pour ces pistes de ski. Oui, alors tout à fait, ça nous fait vraiment plaisir. Tout d'abord par l'acceptation, bien sûr, d'une série de préavis qui ont permis d'aplanir les pistes, de pouvoir créer maintenant le bâtiment des DAP pour l'accueil des skieurs. Et puis... surtout un soutien ferme, je m'excuse de vous. Un soutien du canton qui s'élève à 1 800 000 francs, donc c'est un joli chiffre. Et on peut dire aujourd'hui qu'on assure le 95% du financement de toute l'opération de la Dôle. Gérald Cretoni, merci beaucoup de cette interview. Merci beaucoup.
À noter également que le phare et l'usine à gaz ont également reçu le soutien de la région de Nyon. On en parlera la semaine prochaine dans l'émission culturelle avec Gérard Produit, membre du comité de direction de la région de Nyon et chargé de la culture. Et puis vous aurez remarqué sur les images l'élection du municipal de Boret. Boris Muri, le comité de direction de région de Nyon est donc à nouveau au complet. Mardi dernier, Prangin décidait de quitter la région de Nyon. Les élus ont voté la sortie de l'organe régional du district de Nyon par 32 voix contre 20 non et ont refusé la demande du référendum spontané. Lundi, un groupe d'élus a déposé à la commune une demande de référendum et il y a des nouvelles puisque cette demande a été acceptée par la municipalité. On en parle avec vous, François Croul. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc membre du comité référendaire. Pour vous, il n'est pas question de quitter la région et de vous séparer du conseil régional. Pourquoi ? Il n'est pas question de rien faire, donc on réagit justement par ce référendum. C'est la population qui va décider si oui ou non le village sort de la région de Nyon. Maintenant, pourquoi ? La raison principale, je pense, c'est qu'on est de l'avis, malgré les imperfections de la région de Nyon, les imperfections dans le fonctionnement, que la base de la région de Nyon est bien conçue. Elle s'appuie sur des lois, sur une constitution vaudoise, sur des lois cantonales claires, et que le fonctionnement n'est pas optimal, par contre, mais qui peut être réformé ou modifié ou ajusté de l'intérieur. Alors que nos opposants, ou plutôt les personnes, les groupes qui ont décidé du contraire, donc de voter la sortie de la région de Nyon, sont d'avis que ce n'est pas réformable de l'intérieur. Ça, c'est notre divergence principale. On va y revenir petit à petit. Donc la nouvelle, c'est que hier, vous avez obtenu l'aval de la municipalité. Vous avez déjà commencé les récoltes des signatures et ça se présente plutôt bien. Ça se présente effectivement bien. On avait la fête de Noël au village, beaucoup de monde sur la place, évidemment. Et on a pu récolter 112 signatures au moment où je vous parle, qui sont d'ailleurs en cours de validation auprès de la municipalité. Donc, ou de la commune, plutôt de l'administration communale. Donc j'imagine qu'on va avoir assez rapidement un retour sur la qualité de ces signatures. Mais on est effectivement optimiste. Le quart du travail est fait. Quel est le retour de la population et les questions qui reviennent le plus souvent ? Alors les questions qui reviennent le plus souvent, la question qui revient le plus souvent, c'est « mais pourquoi sortir de la région ?» Donc je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, on était 5 ou 6 hier à collecter des signatures. On a souvent entendu cette question. Les autres questions étaient plus techniques sur le DISREN, sur qu'est-ce que ça coûte, quelles sont les conséquences, des choses comme ça. Mais la question fondamentale, c'était vraiment pourquoi sortir de la région. Et puis j'aimerais revenir au tout début, à l'élément déclencheur du débat initié par la motion et le postulat de M. Olivier Bins, sorti de la commune de Prangin du conseil régional du district de Nyon. J'aimerais savoir, selon vous, quel est l'élément déclencheur de ce débat et de la sortie de la commune de Prangin du conseil régional. Qu'est-ce que vous entendez par élément déclencheur? Vous voulez tout à fait à l'origine? Voilà, à partir de quel moment est-ce que le débat a eu lieu au sein de Prangin? Il a eu lieu, je pense, au moment où la commission ad hoc s'est penchée sur le préavis. Avant, je dirais que ça a été quelques discussions relativement courtes au niveau du conseil communal pour passer de l'interpellation à la réponse de la municipalité, de la réponse de la municipalité au dépôt de la motion de M. Bins, à laquelle la municipalité a répondu avec un excellent rapport. Qui mettait en évidence les avantages et les inconvénients, ou la plupart des avantages et des inconvénients de la région de Nyon. Ensuite, la commission ad hoc a été créée. On était 7 dans cette commission. Et très rapidement, une divergence. La commission elle-même, les travaux de commission se sont très bien déroulés, mais on avait tout de suite une divergence très claire. La divergence, je crois que c'est l'élément de l'organisation de région de Nyon. Certains parlent d'une manière semblable de diriger à du despotisme. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, absolument pas. J'allais le dire. Le rapport de majorité a éclairé, a voulu donner l'impression que la région de Nyon s'appuie sur un socle légal instable, que les choses ne se déroulent pas de manière normale, que le comité de direction prend des libertés qu'il n'a pas le droit de prendre, et j'en passe. Donc il y avait beaucoup de choses qu'on a considérées comme des contre-vérités qui, de notre point de vue précisément, ont un peu pollué le débat, notamment aussi lors de la séance du 4 décembre, où il a fallu intervenir
à plusieurs reprises, simplement pour démonter ces contre-vérités et puis mettre en évidence que, par exemple, dans le cas du plan directeur intercommunal, ce n'était pas le conseil régional qui allait prendre la décision de faire ce plan ou pas, c'était les conseils communaux, les 9 conseils communaux et les 9 municipalités, et personne d'autre qui allait décider de ça. Yvon Bussiol, durant la séance, rapporteur de la commission en faveur du retrait et ancien membre de la commission de gestion de la région de Nyon, a confié que selon lui, il était impossible de réformer l'institution de l'intérieur. Vous, ça ne vous fait pas peur? Ça ne me fait pas peur. Alors, ça ne va pas être à moi de le faire, ni d'ailleurs au comité référendaire, bien que j'imagine que parmi les bonnes volontés de Prangin, il y aura des gens qui auront envie d'y participer ou de participer à essayer ou pas essayer, à arriver à rediriger ou à donner les impulsions nécessaires pour que... Mais aujourd'hui, cette impulsion, elle est nécessaire et fondamentale pour que Région de Nyon puisse continuer à exister, selon vous? Elle se fera avec nous, sans nous. Ces impulsions, on les voit déjà, et c'est ce que j'allais dire. Les opposants à la région de Nyon ont souvent dit que ce n'était pas réformable de l'intérieur. On constate, notamment depuis 2015, que la région a bien évolué, autant dans sa gouvernance que, par exemple, avec la mise en place du DISREN. Donc, et elle évolue, elle fonctionne, elle avance qu'à un cas, je dirais, notamment, et c'est un point qu'on avait relevé dans le rapport de minorité, notamment grâce à la passivité du conseil intercommunal. Et une de nos analyses, c'est de dire que le système fonctionne très bien et fonctionnerait beaucoup mieux si, au pouvoir du comité de direction, s'appliquait un véritable contre-pouvoir du conseil intercommunal, comme c'est prévu d'ailleurs dans les statuts. Et ce n'est pas le cas. Et selon vous, quels sont les avantages directs des habitants pranginois? Quels bénéfices ils ont finalement de faire partie de la région de Nyon? C'est très compliqué à expliquer, il nous faudrait une bonne heure pour le faire. Mais brièvement, à côté du simple fait d'être solidaire de la région, de reconnaître qu'on dort à Prangin, qu'on y habite, mais que c'est dans notre région qu'on vit, et que de par ce simple fait, ça paraît assez évident de faire partie d'une organisation qui gère justement, ou qui coordonne plutôt tous ces développements régionaux. À côté de ça, les avantages d'être dans la région de Nyon sont multiples. Ils sont au niveau des fonctionnements, ou plutôt des supports que donne le conseil régional à travers ses compétences. Donc, c'est un centre de compétences que chaque commune ne peut pas s'offrir. Prangin est juste à une masse critique en termes de taille qui lui permet d'envisager, par exemple, d'avoir du personnel pour l'urbanisation, pour les problèmes d'urbanisation, mais de nouveau, peut-être juste pas assez pour faire le travail. Et secteur par secteur, on va retrouver, ou domaine d'activité par domaine d'activité, on va retrouver la même problématique de ne pas avoir la masse critique nécessaire pour aborder tous ces projets. François Croul, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci. À Nyon, le budget 2019, historiquement déficitaire de la ville de Nyon, a été accepté par le conseil communal lundi soir. Place désormais au référendum sur la hausse d'impôts voulue par la municipalité et visant à réduire le déficit de fonctionnement du budget. Lundi soir, le législatif nyonnais était appelé à se prononcer sur le budget 2019. L'acceptation du budget, une étape cruciale pour toute municipalité. Je pense que dans chaque commune, effectivement, le vote du budget est un moment très important pour l'administration communale. Il est toujours très inconfortable de travailler sans budget et avec les 12e, comme ce fut le cas de nombreuses années, par exemple, pour le canton de Genève. Les 12e prévisionnels consistent en cas de refus du budget par le législatif à faire vivre la commune sur le budget de l'année précédente divisé en 12 tranches. Mais après avoir accepté la hausse d'impôts il y a un mois, le budget nyonnais a logiquement suivi la même voie. Il a été accepté, chaque groupe campant sur ses positions. L'état d'esprit au conseil communal était bon. Bien entendu, il fallait s'attendre à un refus de ce budget de la part d'un certain côté du conseil communal, comme ça avait déjà été le cas, si vous vous souvenez, l'année passée. Pour cette fois, la bataille du budget ne se jouera pas au sein de l'Assemblée. Le texte du référendum contre la hausse d'impôts ayant été validé par la municipalité, deux camps vont s'affronter stylo à la main et arguments en bouche dans les rues de la ville. Oui, c'est juste. La municipalité a validé cet après-midi le texte du référendum, donc il va pouvoir commencer. Pas de quoi ébranler le municipal en charge des finances qui commencera l'année en travaillant avec deux acquis, une hausse d'impôts et un budget accepté.
Non, alors pour le moment, on a un budget qui est accepté avec les 4 points d'impôt et puis les 0,2 pour l'impôt foncier. Donc c'est avec ce budget-là que la municipalité va travailler. Néanmoins, en vue de ce vote populaire annoncé, le nombre de préavis proposés par la municipalité pourrait bien drastiquement baisser. Au niveau des préavis d'investissement, ce n'est pas impossible effectivement que la municipalité, comme l'a dit le syndic, ralentisse le dépôt de ces préavis au conseil communal. Le référendum étant souvent considéré comme une machine à dire non en cas de refus de cette hausse d'impôt par les Nyonnais, la municipalité devra vivre avec un déficit de fonctionnement de 14 millions de francs. L'association de soutien à la hausse d'impôts a officiellement été créée. Elle s'appelle Nyon Compte et présentait ce lundi ses arguments en vue de la campagne. Un sujet signé Florian Cavalieri. Ce lundi, le collectif de soutien à la hausse d'impôts prôné par la municipalité nyonnaise est sorti du bois. C'est désormais une association qui regroupe des conseillers communaux socialistes, verts, ainsi que des indépendants. Nous avons fondé l'association Nyon Compte, qui est formée de plusieurs conseillers, conseillères et conseillers qui ont voté en faveur de l'arrêté d'imposition, de manière à prendre nos responsabilités vis-à-vis d'une situation financière qui devient assez intenable pour la ville. Et pour faire entendre la voix de la raison, Nyon Compte a envoyé un tout ménage aux habitants de la ville. Pour nous, il s'agit d'expliquer avec des éléments objectifs de quoi il s'agit et de permettre à tout un chacun de peser le pour et le contre, de comprendre quels vont être les inconvénients d'un refus de cette augmentation d'impôts. Dire aussi qu'il n'y a pas que l'augmentation d'impôts, mais qu'il y a d'autres mesures qui accompagnent ceci, et puis donner peut-être l'ampleur de cette augmentation. Pour faire barrage à la récolte de signatures du comité référendaire, une présence de l'association est aussi prévue au marché de Noël. Si on veut parler avec les habitants, eh bien, il faut les rencontrer. Et puis, on a pensé qu'en cette période de fête, on n'avait pas de meilleur choix que d'aller dans la rue et de leur dire mais venez nous voir, venez nous expliquer votre position, nous expliquerons la nôtre, enfin échangeons. Car pour Nyon Compte, le constat est simple. La ville doit fonctionner avec 1,8 million de francs de moins pour 2000 habitants supplémentaires. Et en attendant l'entrée en vigueur de la réforme fiscale fédérale, s'ajoutent encore 9 millions de francs en moins par an, et ce jusqu'en 2020. Malgré les compensations offertes par le canton, petites compensations, là, cette RIE3 va nous coûter 9 millions par année. Donc le but de cette augmentation d'impôts et des mesures d'économie qui ont été prises pour 3,3 millions, je le rappelle quand même, ce but-là, c'est d'essayer de couvrir ces 9 millions-là. Enfin, Nyon Compte développe un dernier argument, cette augmentation d'impôts ne devrait être que passagère. Nous l'avons dit en conseil que dès que les affaires deviendraient plus normales, nous demanderions une baisse d'impôts. Ça a fait rire aussi certains conseillers, mais nous reviendrons à la charge. Les comptes, la commission des finances est là pour sauvegarder ce genre d'intérêt et je pense qu'elle fera son travail comme elle l'a toujours fait. Le texte du référendum étant affiché au pilier public, pour ou contre la hausse d'impôts, la campagne est officiellement lancée. De l'autre côté, le comité référendaire contre la hausse d'impôts s'est officiellement présenté ce jeudi. Composé d'une vingtaine de membres, il est emmené par les chefs de parti du groupe PLR, Verts, Libéral et UDC du conseil communal nyonnais. Ils ont jusqu'au 15 janvier pour récolter les signatures requises. Un sujet signé Florian Cavalieri. On est peut-être les gilets jaunes nyonnais, nous. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut fixer des limites et puis c'est le but de ce comité, qu'on évite de dépenser plus mais qu'on dépense mieux. Les arguments sont affûtés, les formules sont chocs. Réunis derrière un slogan simple à communiquer, non à la hausse d'impôts à Nyon, le comité référendaire est officiellement sorti du bois ce jeudi. L'état d'esprit principal, c'est qu'on veut vraiment donner la parole aux citoyens.
On augmente les impôts des Nyonnais, c'est ce qu'a décidé le conseil communal. Nous sommes d'avis que pour une décision aussi importante qui va impacter les budgets de tout un chacun, il faut que les citoyens puissent se prononcer. Un comité emmené par 3 coprésidents, chefs des groupes PLR, Verts libéraux et UDC au conseil communal, mais également par plusieurs membres de la société civile. Nous avons autant des membres issus des rangs politiques que des citoyens qui composent ce comité, donc à peu près une vingtaine de personnes, et on va se mettre au travail activement pendant la période des marchés de Noël, entre autres, pour récolter un maximum de signatures, pour aboutir au délai le 15 janvier avec on espère une bonne marge de signatures de réserve, on va dire. On tape sur 2500, 3000 signatures. La récolte se fera donc dans la rue, essentiellement au marché de Noël, où le comité référendaire espère faire le plein de paraphes. Mais le comité compte aussi sur sa capacité à mobiliser des sympathisants. C'est beaucoup une question de personne à personne. C'est une question de réseautage, et c'est à travers le réseautage qu'on arrivera le mieux à récolter les signatures. C'est les citoyens qui sont contre ces dépenses excessives qui vont mobiliser ceux qui pensent la même chose. Un comité qui s'appuie aussi sur un tout-ménage distribué dans les foyers nyonnais. Il devrait aussi amener son lot de signatures. C'est plus de 12 000 feuilles qui vont partir dans les boîtes aux lettres et il y aura un délai de réponse jusqu'au 15 janvier. Si le slogan est simple, reste encore à développer l'argumentaire. Pour les référendaires, dire non à la hausse d'impôts, c'est aussi suivre la commission des finances, elle qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Ça fait 10 ans qu'on est dans une situation un peu à dents de scie. On nous présente des budgets qui sont déficitaires, qui deviennent des chiffres noirs à la fin. Donc on a un peu l'impression que tout ça, c'est une succession d'éléments qui se sont mis bout à bout. Mais clairement, ça fait 3 ans qu'on sait cette date butoir arriver et qu'on sait qu'on devait prendre des mesures. Après, pourquoi ça n'a pas été fait? Poser la question à la municipalité. Car pour le comité, pas question de se substituer à l'exécutif nyonnais. Si ce référendum passe, ce sera à la municipalité d'en tirer les conséquences, quitte à elle de revenir avec un nouveau programme d'économie. C'est aussi une responsabilité de la municipalité de venir avec des projets qui sont des projets où on tient compte des remarques de la commission des finances. Or, ça n'a jamais le cas et c'est aujourd'hui un peu ce qu'on regrette. Les dés sont jetés et désormais le comité référendaire a jusqu'au 15 janvier pour récolter les signatures de 15% des électeurs de la commune. Un pari qui sur le papier pourrait sembler presque gagné. Nyon toujours, où l'on imagine ce que seront les rives du lac d'ici quelques années. Le municipal en charge de l'urbanisme nous en dit davantage sur les prémices de ce futur projet. Maurice Guay, bonjour. Bonjour. Vous présentez ce jeudi 13 décembre à 19h30 un concept d'évolution des rives. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Oui, c'est le projet donc, de réflexion de la municipalité sur l'ensemble des rives du lac du territoire nyonnais, avec une petite démarche un petit peu différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de schéma directeur ou de plan directeur qui sont des éléments techniques et contraignants, mais d'un concept qui est plus une analyse, une vision globale qui ensuite se traduira par des projets plus concrets avec à ce moment-là des éléments contraignants pour la suite de la vision des concepts des rives du lac. Pour nous donner un petit peu envie, à quoi vous ressemblez finalement ces rives du lac ? Alors pour nous, le principal, en fait, on a une ville qui a, comme on le dit souvent, qui a les pieds dans l'eau. Mais si vous promenez à Nyon, vous avez des murs bien souvent ou des enrochements. Il y a très peu de possibilités en fait pour accéder vraiment à cette eau. Et la volonté de la municipalité, c'est vraiment de faire ce lien et de pouvoir rendre en fait à la population nyonnaise son lac et d'avoir vraiment de créer ce lien par des aménagements d'espaces publics. On voit qu'il y a un quai qui est magnifique aussi, mais c'est simplement un trottoir avec un mur. Donc c'est la volonté de changer cette approche des rives du lac et de la population. On voit justement les esquisses du projet, donc à noter que c'est uniquement des esquisses. On peut voir par exemple que la débarcadère de la CGN sera déplacée. Oui, c'est des idées. Donc, c'est un atelier qui a été... il y a plusieurs ateliers qui ont été faits avec les acteurs et les personnes qui étaient concernées par les rives du lac, avec des citoyens, des associations. Et dans ce cadre d'atelier, il y a eu des idées qui sont venues. La CGN était aussi associée à ces ateliers. L'idée est venue, en fait, de déplacer le quai de la CGN, en fait, qui posait des problèmes avec de cohabitation devant la vieille ville, et de le rapprocher vers le port et le musée du Léman, qui fera un pôle un tout petit peu différent sur l'ouest des quais.
La population a plusieurs fois été sollicitée pour construire la ville de demain. Est-ce que ce sera également le cas pour ce projet des Rives du Lac ? Alors, on a demandé un montant de 900 000 francs au conseil communal qui nous permettra justement d'engager un mandat d'études parallèle avec des démarches participatives comme on est en train de le faire actuellement pour le mandat d'études parallèle de Pertan. Sur le même principe, on associe la population. Vous nous disiez tout à l'heure que l'objectif, c'était de garder ce lac nyonnais, de le laisser aux Nyonnais. Maurice Gué, vous êtes un amoureux du lac, un fervent navigateur. Donc, comment rassurer la population, justement, et convaincre la population, et notamment les pêcheurs, de ce projet ? Alors, c'est tout le travail qu'on va devoir faire maintenant. Donc là, il y a eu des idées qui ont été lancées, il y a un concept général. Et puis maintenant, on va retravailler dans le cadre du mandat d'études sur des éléments plus précis. Alors, c'est clair que pour les pêcheurs, ils seront associés dans ces discussions et par objet, que ce soit au niveau du port, au niveau du village des pêcheurs ou des locaux, puisque maintenant, les pêcheurs sont à la pisciculture. Donc, c'est des réflexions qu'on aura avec eux. Et puis un autre point que vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'accès aux rives du lac, là plus précisément au droit de passage le long des rives. Une analyse juridique pour intégrer le cheminement entre la plage des Trois Jetées et le secteur sportif de Colouvray. Là, je crois que les enjeux aussi sont plutôt... C'est toujours épineux, difficile, ces rives du lac. Alors, on connaît d'autres endroits autour du lac Léman, effectivement, où cette problématique s'est posée. Donc, on va aussi, de notre côté, prendre la réflexion et voir ce qui est possible de faire au niveau juridique et après au niveau aussi de pratique et de créer cet éventuel chemin le long des rives. En termes de calendrier, quels sont les délais et les futures étapes ? Alors maintenant, on va lancer le mandat d'études parallèle au début 2019, qui sont les réflexions plus concrètes avec la population des mandataires sur certains projets. Et puis après, on aura une présentation, enfin une idée plus concrète des différents projets de ces rives du lac. Et puis il y aura bien évidemment une priorisation à faire en fonction des idées qui vont sortir de ces études, en fonction bien évidemment d'un calendrier non seulement temporel mais aussi financier, vu la situation actuelle de la commune. Donc il y aura des choix à faire. C'est là qu'on va s'atteler ensuite pour concrétiser réellement les projets du Conseil des Rives du Lac. Maurice Gué, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci. Souvenez-vous, il y a un mois, le Roll refusait de faire grimper ses impôts de 8 points. Ce mardi, le Conseil communal a validé le budget 2019. Le déficit est passé de 9,7 millions à 3,6 millions grâce à une succession d'amendements. Les élus ont réduit la facture cantonale. Un coup de force pour revoir la péréquation. Toutes les explications au micro de Rodolphe Henner. Un mois après avoir refusé une hausse d'impôt de 8 points, le conseil communal de Rolle avait à valider un budget déficitaire de plus de 9,7 millions. Et pour réduire ce montant, la commission des finances, sans qu'il n'y ait de rapport de minorité, a opté pour l'audace dans ses amendements. En effet, sur l'enveloppe de 50 millions de la motion Micheler attribuée aux communes par le canton pour les soulager, Rolle devrait en toucher 3,4. Seulement, d'après ce même canton, cette somme doit être considérée comme une entrée fiscale et donc être soumise au mécanisme de ponction cantonale. En somme, sur 3,4 millions, Rolle devrait en reverser 2,7. Et c'est là qu'arrive l'audace. La commission des finances, à l'unanimité, a décidé de garder l'intégralité de ces 3,4 millions, considérant ce montant comme une subvention. En effet, la motion Micheler demandait au canton d'aider les communes particulièrement touchées par la RIE 3. Le canton a accepté d'aider les communes, sauf qu'il a décidé que cet argent serait considéré comme des impôts. Ce ne sont pas des impôts, c'est un subside. Si on accepte que c'est un impôt, au fait, on en rend 80% au canton, alors que si on ne considère pas qu'on a un impôt, on est protégé par les 45 points maximum que le canton peut nous reprendre, donc les 3 472 000 restent à Rolle. C'est une subvention. La loi qu'on appelle LPIC, comme Picsou, cette loi cantonale liste très exactement quels sont les types de revenus qu'on doit prendre en considération pour calculer la péréquation. Et ce ne sont que des impôts, ce ne sont pas des subventions du canton. Et on ne peut pas appeler ça un impôt, ce n'est pas un impôt. Rolle peut ainsi se targuer d'être la première commune à agir de la sorte. On est la première commune à le faire parce qu'on est probablement la première commune qui est touchée par cela. On est une exception puisqu'on a, comme vous le savez tous, des impôts sur les entreprises qui correspondent à la moitié des impôts qu'on encaisse. Et quand on divise ça par 6 000 habitants, il y a un impact qui est terrible sur la valeur du point d'impôt. Je suis content que Rolle soit un peu le fer de lance de cette révolte
et je pense qu'il faudra continuer. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que nous voulons montrer que le système est incohérent, que nous avons atteint un niveau d'incohérence juste insupportable qui rende en fait les communes ingérables. Au final, tout ceci est-il une vraie révolte ou un simple jeu de dupes? De toute façon, sur ce budget, à peu près toutes les lignes sont des estimations. Les participations aux associations intercommunales, mais surtout les rentrées fiscales. Le canton ne fait pas des estimations sérieuses, on entre dans la suite de canton et on fait des amendements à moitié sérieux. Le budget va être envoyé à la préfecture, on verra si avant Noël on nous fait le cadeau de réviser notre budget, mais je pense qu'effectivement, comme il a été dit, le budget est un alignement de chiffres, de toute façon pas tout à fait exact, donc tout cela sera certainement régulé dans les comptes de 2020. Je pense que l'exercice qui a été fait par mes collègues de la droite à la Commission des finances, il tient la route et je les ai félicités pour cet exercice. Et je suis presque un peu jaloux parce que d'habitude c'est moi le révolutionnaire et ce soir c'est la droite. Donc j'ai déjà dit ce que je pensais tout à l'heure, c'est bien de l'avoir fait, simplement que ça ne passera pas. C'est un vœu pieux, comme l'a dit tout à l'heure un de mes camarades, et voilà. Une stratégie couplée à celle de ne pas gonfler au-delà de 63% des revenus les chiffres de la facture sociale qui permet à Rolle de passer d'un déficit de 9,7 millions à 3,6. Du côté de Gland, jeudi soir, le Conseil communal se penchera sur le budget 2019, mais le législatif devra aussi se décider d'un crédit d'investissement concernant le remplacement de la conduite d'eau qui avait lâché il y a une quinzaine de jours dans le secteur Grand Rue Jura. Un sujet signé Florian Cavalieri. Ce jeudi, le conseil communal de Gland se penche sur le budget 2019. Et tout comme pour sa voisine lyonnaise, la mouture glandoise est déficitaire, plombée par la péréquation et la RIE 3 vaudoise. Pour 2019, un budget négatif. On a un excédent de charges sur les revenus d'un peu plus de 4 millions, mais une marge brute d'autofinancement de 4,2 millions, donc positive, et puis une marge nette d'autofinancement qui est de 53 000 francs, donc juste positive, mais c'est cet équilibre-là qu'on cherche en vérité à avoir et non pas un équilibre budgétaire. Donc on est juste dans la cible de ce que légalement nous devons atteindre, à savoir un équilibre de la marge nette d'autofinancement. Gland peut donc compter sur une situation financière équilibrée. La trésorerie et les fonds propres communaux permettent à la deuxième ville du district d'éviter de devoir passer par la case hausse d'impôts. Il n'y a effectivement pas de raison à l'heure actuelle d'augmenter les impôts puisque nous avons cette marge d'autofinancement qui reste positive et on le sait, les comptes sont toujours un petit peu meilleurs que les budgets puisque le budget c'est le maximum que l'on peut dépenser. En général, on dépense un petit peu moins logiquement. Voilà donc pour le plat de résistance et malgré un rapport de minorité, ce préavis devrait être accepté sans trop de difficultés. Mais le menu sera aussi composé d'un préavis concernant les travaux d'urgence réalisés dans le secteur Grand Rue Jura. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, une conduite d'eau sous pression avait cédé à de multiples reprises. La canalisation est effectivement dans un très mauvais état, mais ça on le savait. Donc là on est en train de poser un bypass à côté. C'est du matériel qu'on va par la suite pouvoir réutiliser dans le projet du Vieux-Bourg qui ne sera pas perdu. Et en attendant le projet global de réaménagement du Vieux-Bourg, dont le premier coup de pioche est prévu au plus tôt pour l'été 2020, l'opération consiste donc à réaliser un réseau temporaire. Temporaire puisque pour pouvoir exécuter une réalisation définitive, Gland doit avoir l'aval du canton. Quand on fait des pauses définitives comme ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le PDDE, qui est le plan de distribution des eaux. Et puis ce plan, il doit être avalisé par le canton, donc tous travaux définitifs, on ne peut pas les faire comme ça sans cet aval. Et pour compléter la liste des préavis de ce dernier conseil communal de l'année, le municipal en charge des équipements demandera également au législatif un crédit d'investissement pour réaliser un trottoir à la route des Avouillons et au carrefour des Fontenailles. Et pour terminer ce journal, la bonne nouvelle, puisque je vous le disais en titre, on pourra skier ce week-end. On en parle avec vous, Jean-Sébastien Lacroix, président de la Sogestar. Bonjour. Bien, bonjour. Alors je crois qu'on pourra skier, mais pas partout. Donc dites-nous, où est-ce qu'on pourra skier ? Oui, on fait une ouverture partielle parce que certes c'est des vraies conditions hivernales, mais on n'a pas encore eu le temps de préparer tous les domaines et l'épaisseur de neige est encore trop faible pour pouvoir ouvrir partout. Cependant, on aura le télésiège qui sera ouvert des DAP et on aura le téléski du Cuvalou et le baby du reculé qui seront ouverts.
Donc une ouverture du domaine au moins à 60%. Et puis on aura une remise sur les forfaits de 30% pour ce week-end d'ouverture. Donc ça commence plutôt pas mal. Et puis une autre bonne nouvelle, puisqu'on apprenait hier lors du conseil intercommunal que la participation financière au fait de l'État de Vaud. Un soulagement ? Eh bien, on est bien content de l'apprendre, effectivement. Et puis les partenaires suisses, les partenaires français, tout le monde du coup avance dans le même sens et de bon pied. Et pour le coup, on est plutôt dans un bon engrenage pour que les travaux soient réalisés pour la saison prochaine, en tout cas de remontée mécanique. Du coup, niveau finance du côté français, je crois qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, justement. C'est ce que vous sous-entendez? Le plan de financement est validé depuis longtemps. Après, on était plutôt suspendu aux autorisations, je dirais, environnementales. Donc, on avait dû fournir des compléments. Son avis a été validé seulement hier également. Et donc, du coup, on peut maintenant lancer l'enquête publique qui déclenchera effectivement les demandes d'autorisation derrière. Et donc, parallèlement à ça, on va faire des consultations pour les entreprises, pour les travaux également. Donc on tiendra les délais pour la saison de l'hiver 2019-2020, mais on en vient déjà à celle-ci. Est-ce qu'il y a des nouveautés tout de même pour cette saison? Quelques nouveautés, on a beaucoup travaillé sur les remontées mécaniques pour remettre certaines choses à niveau. Le plus gros changement, c'est le local de départ du téléski du Tabagno qui a complètement été détruit, l'ancien, et remplacé par un nouveau chalet. Et toutes les commandes électriques également ont été remises aux normes pour cette installation. Le bâtiment vous plaît? Oui, le bâtiment d'accueil des DAP ou le bâtiment des Tabagno? Le bâtiment d'accueil des DAP qui a été retenu au niveau du concours d'architectes, il nous plaît énormément, effectivement. Et celui du Tabagno que du coup vous pouvez voir vu qu'il est finalisé? Là, voilà, c'est plus un plus petit chalet pour les commandes de la remontée mécanique. Donc il est déjà esthétiquement beaucoup mieux que l'ancien. C'est ça, ça donne une autre ambiance finalement à ces pistes. Vers quoi est-ce qu'on se dirige selon vous? Petit à petit, on va essayer un petit peu d'améliorer un petit peu toutes nos remontées mécaniques et tous ces bâtiments qui commencent à dater un petit peu. Donc on essaye de rénover petit à petit tout le domaine skiable de la Dole, et on fait la même chose côté français, bien évidemment. J'imagine que, permettez-moi l'expression, mais vous êtes comme un gosse finalement, parce que voilà, il y a cette saison où il faut skier sur ce domaine, mais on sait que l'année prochaine, ça va changer. Donc est-ce que c'est pas un petit peu, décevant de devoir patienter encore? Effectivement, nous, on avait tellement imaginé que ce serait dès cet hiver, on aurait ces nouvelles pistes, ces nouveaux investissements qui seraient réalisés, que là, on trépigne un petit peu, mais bon. L'essentiel, c'est que le projet avance et qu'il puisse se réaliser. Et puis, là, effectivement, on a vraiment une offre pour les clients qui sera bien au-delà de ce qui existe actuellement. Et des offres pour les clients aussi dès cette année. Est-ce qu'il y a des événements à ne pas manquer? Les fameux événements traditionnels de l'année, c'est lesquels? Oui, on en a toujours. On a toujours la fête du ski qui est en fin de saison, qui regroupe des festivités sur les domaines skiables. On a également la chance d'avoir le stade des Tuffes, nous, qui est sur la station, donc pas loin du Pays de la Dole. Et on a déjà dès ce week-end une Coupe du Monde de saut à ski qui va se dérouler. Donc j'invite les gens à se rendre sur les tremplins des Tuffes pour aller voir cette Coupe du Monde de saut à ski féminine. Et puis on aura également une Coupe d'Europe de biathlon dès le week-end prochain qui vont se dérouler. Et après, on a toujours beaucoup de manifestations sportives. Il y a la Dole à Pau, on a beaucoup de choses qui s'organisent, et du coup on a pas mal d'associations qui nous demandent également pour faire des concerts en pied de piste, donc on a une dynamique qui est en train de se créer qui est vraiment intéressante. Jean-Sébastien Lacroix, merci pour ces précisions et on se réjouit de vous voir sur les pistes. Moi de même. Enfin, et pour terminer ce journal et notre série consacrée à l'opéra, on s'intéresse cette fois-ci au métier des habilleuses. C'est entre Épingle et Castafiore que nous rencontrons Lorena Vanzo, habilleuse du Grand Théâtre de Genève depuis plus d'une quinzaine d'années. Couturière de formation, c'est avec son équipe qu'elle prend soin des artistes. J'ai toujours rêvé de travailler au Grand Théâtre et malheureusement la vie a fait que c'était des privilégiés qui rentrent au théâtre, et puis par un concours de circonstances mais qui est tombé au bon moment pour moi, j'ai pu rentrer dans ce milieu-là et j'en suis ravie. J'adore déjà l'opéra, donc j'adore entendre chanter les chœurs ou les solistes, et j'aime beaucoup être au plateau. C'est une grande fierté d'être plus du côté de notre côté à nous dans le backstage que d'être dans le public. Non, j'oublie pas.
Le travail des habilleuses commence bien avant le lever de rideau avec la conception des costumes, mais aussi les essayages ou encore l'entretien des habits. À l'opéra, le vêtement doit vivre puisqu'il est porté plusieurs fois. Blanchir, repasser, parfois repriser, recoudre ou retoucher font partie intégrante du métier. Pour moi, le plus facile, c'est tout ce qui a trait à la couture, puisque c'est quand même ma formation et que j'ai toujours beaucoup travaillé là-dedans, même en dehors du théâtre. Et puis ce qui est le plus dur, c'est quand on a beaucoup de lessive et beaucoup de repassage, de remise en état, de rangement et tout ça, c'est assez physique quand même. On a facilement le dos qui est beaucoup sollicité, les bras, les épaules, tout ça, et c'est assez fatigant. Ou les essayages aussi, quand on a beaucoup d'essayages. Quand on fait des reprises de spectacles, on essaye des fois 200, 300 costumes, donc ça c'est pénible. Les fins de journée sont dures. Plus vite, vas-y, plus vite. Ensuite, une fois le spectacle lancé, les habilleuses assurent les mises en plateau, mais aussi les précipités. Des changements de costume en 4e vitesse pendant lesquels les habilleuses sont prêtes à réagir au moindre accident vestimentaire. Pour que ça aille vite, il faut se mettre d'accord avec le chanteur ou la chanteuse pour savoir comment on va opérer pour que ce soit le plus rapide possible. Qu'est-ce que lui ou elle va faire pour que moi je puisse vite la rhabiller d'une autre manière. Quelquefois, il y a tout qui change. Les chaussures, le costume, plusieurs parties du costume. Donc voilà. Et ce qui va faire que ça va plus vite, c'est aussi ce qu'on fait sur le costume. Si on a une chemise avec un changement rapide, on va mettre des petits velcro pour faire vite, arracher vite tout ça pour vite mettre autre chose. Donc toutes des petites choses comme ça qui vont être faites sur le costume en amont pour que ça joue au changement. Réactive, discrète, mais aussi aux petits soins. Les réconforter, les rassurer, des fois les calmer, parce qu'il y en a qui sont quand même très stressés, etc. Et puis oui, on les bichonne, et puis surtout on répond à leurs demandes, des fois même les plus saugrenues, on essaye. Des demandes saugrenues, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme demande? Ça ne me vient pas comme ça à l'esprit, mais des fois on nous demande des choses particulières qui n'ont rien à voir, mais voilà. Par exemple, des fois, s'ils oublient quelque chose qui leur porte bonheur, ils essayent de nous demander autre chose qui va remplacer, en fait. Au final, les habilleuses de l'opéra, ce sont de vraies petites fées passionnées par leur travail. Voilà, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier journal de l'année. Portez-vous bien.